Cole Mitchell avait toujours été fier de sa capacité à lire les gens. 20 années passées en tant que détective privé, dont 15 à la tête de sa propre agence, lui avaient appris à repérer les plus infimes détails, un tic nerveux, un regard fuyant, la variation subtile dans le timbre d'une voix quand quelqu'un mentait. Mais malgré toute cette expérience, il avait manqué la plus grande supercherie de toutes et elle se trouvait là, juste en face de lui, assise dans leur banquette préférée du coin, au Rosie's Diner. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Ce soir-là, Tracy était radieuse. Ses cheveux auburn captaient la lumière chaleureuse des luminaires vintage du restaurant. C'est elle qui avait proposé ce lieu pour leur rendez-vous mensuel, comme elle l'avait fait les 3 mois précédents. Cole avait vu un geste romantique, sa femme, après 12 ans de mariage, tentait de raviver la flamme après une période difficile. Mais alors qu'il la regardait consulter son téléphone pour la 3e fois en 10 minutes, ses instincts d'enquêteur, ceux qu'il avait appris à laisser à la porte de la maison, se mirent doucement en alerte. « Tout va bien ?» demanda-t-il en découpant son pain de viande. « Bien sûr », répondit Tracy avec un sourire. Mais ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. « Des soucis au travail ?» Cole hocha la tête, comme pour se convaincre lui-même. Pourtant, quelque chose clochait. Tracy travaillait comme coordinatrice marketing dans une petite entreprise locale, pas vraiment le genre de poste à exiger des urgences nocturnes récurrentes. Mais il avait appris à choisir ses batailles dans leur couple, surtout après les douloureuses épreuves liées à la fertilité, il y a 2 ans, qui avaient failli les briser. Le serveur, un homme mince d'une 30aine d'années, aux yeux doux, manifestement hispanique, s'approcha avec une carafe d'eau. Cole avait remarqué qu'il surveillait leur table plus que de raison ce soir-là, mais il avait mis cela sur le compte d'un bon service. Alors que l'homme versait de l'eau dans le verre de Cole, sa main trembla légèrement, renversant une cascade glacée qui inonda la table et éclaboussa directement le pantalon de Cole. « Oh, pardon monsieur !» s'exclama le serveur, son accent chargé d'une détresse sincère. « Je suis tellement maladroit ce soir. » Tracy bondit de sa chaise avec un grand geste exagéré. « Oh non, ta chemise toute neuve. » Le serveur, son badge indiquait, Tony, attrapa une poignée de serviettes et les tendit précipitamment à Cole. « Laissez-moi aller en chercher d'autres à l'arrière. Je me sens vraiment mal. » En tamponnant son pantalon, Cole sentit quelque chose de froissé dans les serviettes. Du papier. Ses doigts saisirent un petit billet soigneusement plié. Son entraînement prit le relais, sans un regard, il le dissimula habilement tout en continuant de s'essuyer. « Ça va ?» assura-t-il à Tony, toujours mortifié. « Vraiment, ce n'est rien. »« Vous êtes sûr ? Je peux demander au gérant de vous offrir le repas. »« Ce n'est pas la peine, » répondit Cole en forçant un sourire. « Ce sont des choses qui arrivent. » Tracy s'était rassis, mais Cole remarqua qu'elle s'était légèrement tournée, mettant de la distance entre elle et Tony. Ses épaules étaient tendues. « Intéressant. »« Comme vous voulez, » balbutia Tony en jetant un regard inquiet à l'un puis à l'autre. « Je vous laisse dîner tranquille. » Alors qu'il s'éloignait, Cole s'excusa. « Je vais me nettoyer un peu aux toilettes. Commande-moi la tarte aux pommes s'il repasse. » Dans la sécurité du petit cabinet des hommes, Cole déplia le billet d'une main ferme. Le message, écrit en lettres capitales soigneusement formées, disait « Éloigne-toi de ta femme. » Maintenant. Cole fixa les mots, le cerveau en ébullition. Ce n'était pas une blague. La peur de Tony avait été bien réelle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'un inconnu savait de son mariage, que lui-même ignorait? Il retourna à la table, le visage soigneusement impassible. Tracy consultait à nouveau son téléphone, tapant rapidement. « Désolé pour ça, » dit Cole en se glissant dans la banquette. « Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait rentrer tôt ce soir. Je ne me sens pas très bien. Peut-être quelque chose que j'ai mangé. » La tête de Tracy se releva brusquement et, pendant une fraction de seconde, Cole vit passer une lueur étrange sur son visage du soulagement. « Tu es sûr? On n'a même pas une autre dessert. » « Ça ira. Je vais régler l'addition au comptoir. » Tony avait les mains qui tremblaient lorsqu'il encaissa le paiement. L'hôtesse s'était éloignée, les laissant seuls. « Que voulait dire ce billet ?» demanda Cole à voix basse.
Les yeux de Tony se tournèrent vers la salle, puis revinrent à Cole. J'aurais pas dû. Écoutez, La voix de Cole prit cette autorité tranquille qu'il avait perfectionnée en interrogeant des suspects. Peu importe ce qui vous fait peur. J'ai besoin de savoir. Maintenant. Tony céda. Elle n'est pas celle que vous croyez, d'accord? Tous les mardis, depuis 3 mois, elle vient ici avec un autre homme. Même table. Même heure. Ce soir aussi. Il parle de vous. D'argent. D'autres choses. Le sang de Cole se glaça. Quelles autres choses? Police d'assurance. Compte en banque. Et Tony déglutit avec peine. Comment faire croire à un accident? Le monde vacilla. Cole s'agrippa au comptoir pour ne pas chanceler. Vous êtes sûr que c'était ma femme? Cheveux au burn, environ un M65, conduit une Honda Accord grise avec une bosse sur le pare-choc arrière. Tony indiqua d'un mouvement de tête le parking, où la voiture de Tracy était garée sous un réverbère, la bosse bien visible. Les poings de Cole se serrèrent. 20 ans à lire les gens, et sa propre femme complotait contre lui sous son nez. Mais la partie rationnelle de son esprit, celle qui avait fait de lui un enquêteur redoutable, reprit vite le dessus. Il lui fallait des preuves. Des faits. Un plan? L'homme qu'elle voit, dit Cole. Décrivez-le-moi. Grand, blond, toujours en costume de luxe. Il conduit une BMW noire. Il l'appelle Ryan. Ryan. Le nom frappa Cole comme un coup de poing. Ryan Hoffman. L'ancien petit ami de Tracy à l'université. Celui-là même qui venait de revenir en ville. Le même Ryan qui apparaissait à leur barbecue et dîner, toujours avec une excuse différente pour justifier l'absence de sa petite amie du moment. Le même Ryan qui avait proposé, le mois dernier, d'aider Cole à refinancer leur prêt immobilier. Merci, dit Cole à voix basse en glissant un billet de $100 à Tony. Pour l'alerte. Et pour le dîner. Et Tony, tu ne m'as jamais vu ce soir. Tony empocha l'argent avec soulagement. Salut. Mais au lieu de retourner auprès de Tracy, Cole franchit la porte principale du restaurant et fit le tour du bâtiment. Il appela son épouse sur son téléphone portable. Salut, ma belle, dit-il lorsqu'elle décrocha. Je me sens vraiment pas bien. J'ai appelé un Uber pour rentrer. Tu peux prendre la voiture, je préfère pas que tu chopes ce que j'ai. La voix de Tracy, pleine d'inquiétude, une inquiétude qui sonnait désormais fausse à ses oreilles, lui répondit. Je te suis tout de suite. Mais Cole ne rentrait pas chez lui. Il se rendait au poste de police. Pas pour signaler un crime, pas encore. Mais pour voir son ancien partenaire, le détective Frank Morrison. Car si sa femme et son amant complotaient réellement sa mort, ils allaient bientôt découvrir que Cole Mitchell n'était pas la proie facile qu'ils pensaient. Assis à l'arrière du Uber, observant le dîner de Rosie s'éloigner dans la nuit, Cole sentit quelque chose de froid et de dur se loger dans sa poitrine. L'homme qui avait bâti sa réputation sur la recherche de la vérité avait été aveugle au plus grand mensonge de sa propre vie. Mais cela s'arrêtait ce soir. Tracy et Ryan avaient commis une erreur fatale, ils l'avaient sous-estimé. Et Cole Mitchell n'oubliait jamais une trahison. Et ne pardonnait jamais. Chapitre 2, l'éveil du chasseur. Le poste de police bourdonnait encore d'activité malgré l'heure tardive, il était 21h30 passé. Cole Mitchell avançait dans les couloirs familiers avec l'assurance de celui qui avait toujours appartenu à ces lieux, hochant la tête en croisant d'anciens collègues, officiers avec qui il avait travaillé au fil des années. Son agence de détective privé avait su entretenir de solides relations avec les forces de l'ordre locales. Des relations qu'il s'apprêtait à utiliser d'une manière qui allait brouiller toutes les lignes éthiques qu'il s'était juré de ne jamais franchir. Le détective Frank Morrison leva les yeux de son bureau, surpris. « Cole, qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Et pourquoi t'as une tête de mec à qui on vient de pisser dans le café ?» Frank avait été le partenaire de Cole pendant 8 ans, avant que ce dernier ne quitte la police pour fonder son propre cabinet. Ils étaient restés proches, un lien forgé dans le danger partagé et le respect mutuel. S'il y avait bien une personne capable de comprendre ce que Cole s'apprêtait à demander, c'était lui.
J'ai besoin d'un service, Frank. Un gros. Et j'ai besoin que tu ne poses pas trop de questions. Frank s'appuya contre le dossier de sa chaise, examinant son ami. À ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Cole s'installa dans le fauteuil en face du bureau de Frank, le même où il s'était assis des dizaines de fois pour discuter d'enquête. Mais cette fois-ci, il n'était plus l'enquêteur. Il était le client. Et il avait un problème à résoudre. Ma femme me trompe. Avec Ryan Hoffman. Tu te souviens de lui? L'affaire Morrison, il y a 3 ans. L'expression de Frank se durcit. Le promoteur immobilier qui s'est tiré d'un paquet de violations de zonage? Ouais, je m'en souviens. Un vrai serpent. Il fit une pause. Désolé pour Tracy, mec. C'est dur. C'est pire que ça. Cole se pencha en avant. Je crois qu'ils essaient de me tuer. L'ambiance détendue de la pièce disparut en un instant. Frank se redressa, ses instincts de flic en alerte. Tu parles de quel genre de raison? Cole raconta sa soirée au dîner, et Frank écouta, son visage se fermant un peu plus à chaque détail. Lorsqu'il eut terminé, un long silence s'installa. C'est du sérieux, Cole. On doit t'installer une surveillance. Te mettre sous protection. Non. La voix de Cole était calme. Définitive. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Frank le dévisagea. Et une lueur de compréhension apparut lentement dans ses yeux. Cole, à quoi tu penses exactement? Il y a 22 ans, j'avais 8 ans. J'ai vu mon père se faire abattre dans notre allée par le compagnon de ma mère. La voix de Cole restait posée, presque neutre. Mais Frank décelait dans son regard une douleur ancienne, toujours vivace. Elle planifiait ça depuis des mois. Assurance vie. Nouveau départ. Toute la panoplie de clichés. Tu sais ce qui leur est arrivé? Frank connaissait l'histoire, mais il laissa Cole continuer. Le mec a pris perpète sans possibilité de remise. Ma mère a écopé de 25 ans à perpétuité. Moi, j'ai passé 10 ans dans des familles d'accueil. De foyer en foyer. Des gens qui me voyaient comme un chèque de l'État. Il marqua une pause. Tu sais ce que j'ai appris pendant ces 10 ans, Frank? Quoi donc? Que le pardon est un luxe que je ne peux pas me permettre. Que ceux qui trahissent la confiance ne méritent pas de seconde chance. Et que parfois, le système ne suffit pas. Frank remua, mal à l'aise. Je comprends, Cole. Je comprends. Mais tu peux pas. Je ne te demande pas d'enfreindre la loi, Frank. Je te demande de m'aider à collecter des infos. Légalement. Des dossiers publics, des relevés, vidéos de surveillance, trucs qu'un bon détective pourrait obtenir avec les bonnes connexions. Et après? Cole esquissa un sourire. Mais il n'y avait rien de chaleureux dedans. Après? Je vais les détruire. Complètement. Légalement. Définitivement. Frank resta silencieux de longues minutes, pesant son amitié contre son badge. Puis il soupira. Qu'est-ce qu'il te faut? Pendant 1 heure, Cole exposa ses besoins. Les relevés bancaires et cartes de crédit de Tracy et Ryan. Leurs appels. Leur emploi du temps. Leurs habitudes. Leurs points faibles. Frank avait accès à des bases de données et à des ressources qu'il faudrait des semaines à Cole pour obtenir de manière conventionnelle. Ryan Hoffman possède 3 biens dans le comté, dit Frank en consultant son écran. Sa résidence principale à Maple Heights. Un chalet au lac Crystal. Et il plissa les yeux. Voilà qui est étrange. Il vient tout juste d'acheter un entrepôt dans le centre, via une société écran. Achat en cash. Transaction finalisée la semaine dernière. Un entrepôt? Cole se pencha sur l'écran. Pourquoi aurait-il besoin d'un espace industriel? Rien de bon, vu le contexte. Frank imprima les documents. Cole, s'il prépare un truc, on devrait. Je veux qu'il fasse le premier pas, Frank. Je veux qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'ils franchissent cette ligne. Celle d'où on ne revient pas.
Parce qu'une fois qu'ils l'auront franchi, tout ce qui suivra sera justifié. Frank déglutit. Et qu'est-ce qui va se passer, exactement, après? Cole se leva. Sa décision était prise. Ryan Hoffman a détruit l'entreprise de construction de mon père avec de fausses plaintes de zonage, avant de le faire tuer. Toute sa vie, il a utilisé des avocats et de l'argent pour fuir les conséquences. Tracy m'avait promis l'amour et la loyauté. Et m'honorer pour le meilleur ou pour le pire. Puis il a décidé que pire signifiait que je devais mourir. Il s'est avancé vers la porte, puis s'est arrêté. Ils veulent jouer à un jeu dont l'enjeu est ma vie? Très bien. Mais ils vont bientôt découvrir que je connais des jeux dont ils n'ont même jamais entendu parler. Alors que Cole traversait le parking pour rejoindre son pick-up, son téléphone vibra. Un message de Tracy. J'espère que tu te sens mieux. Je vais me coucher tôt. Je t'aime. L'ironie ne lui échappa pas. Elle était probablement avec Ryan à cet instant même, en train de finaliser le plan qu'ils avaient échafaudé. Mais ils se trompaient tous deux sur un point crucial, ils pensaient que Cole Mitchell n'était qu'un pion, une cible de plus, un mari naïf qui ne verrait jamais venir le coup. Ils avaient tort. Cole avait passé 20 ans à traquer des gens qui se croyaient au-dessus de tout. Des escrocs en col blanc, des fraudeurs à l'assurance, des conjoints infidèles. Il les retrouvait, les dépouillait de leurs secrets et les exposait au grand jour. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, il ne cherchait pas à révéler. Il cherchait à anéantir. Alors qu'il roulait dans les rues obscures pour rentrer chez lui, Cole élaborait sa stratégie. Ryan et Tracy voulaient sa mort. Très bien. Il allait les laisser croire qu'ils avaient le dessus. Il incarnerait le mari aveugle et confiant, jusqu'au moment exact où ils tenteraient leur coup. Et là, il leur montrerait ce qu'il en coûte de vouloir traquer un chasseur. La maison était plongée dans l'obscurité lorsqu'il arriva. La voiture de Tracy était déjà dans l'allée. Il la trouva dans le lit, apparemment endormie, sa respiration profonde et régulière. Il resta là, dans l'embrasure de la porte, à la regarder. Et il ne ressentit rien. Pas de tristesse. Pas de colère. Pas même de regret. Rien qu'une froide détermination. Elle avait fait son choix. À présent, c'était à lui d'écrire le sien. Chapitre 3. La toile commence à se tisser. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'épisode du dîner. Et Cole Mitchell s'était métamorphosé en un tout autre type de prédateur. Le jour, il menait sa vie comme à l'ordinaire, rencontre avec les clients, vérification d'antécédents, filature dans des affaires de divorce. Mais ces soirées étaient devenues autre chose. Un chef-d'œuvre de guerre psychologique. Tracy n'avait pas la moindre idée que son mari était devenu un fantôme dans sa propre vie. Il documentait chacun de ses gestes. Chaque mensonge. Chaque rencontre secrète avec Ryan Hoffman. Grâce à ses compétences d'enquêteur, aiguisées par 20 ans de pratique, Cole avait transformé sa femme en un livre ouvert. Un livre rédigé dans une langue qu'elle ignorait même qu'il maîtrisait. L'entrepôt que Frank avait découvert était devenu le centre de son attention. En s'appuyant sur son réseau gardien de sécurité, agent d'entretien, inspecteurs municipaux, Cole avait reconstitué un tableau des plus inquiétants. Ryan était en train de transformer l'endroit, isolation phonique, bâche industrielle, conteneur chimique. Le genre de matériel qu'on utiliserait si l'on avait besoin de faire disparaître un corps, sans laisser de traces. Ce ne sont pas des amateurs, dit Cole à Frank lors de leur rencontre hebdomadaire autour d'un café. Ryan a déjà fait ça. Frank faillit s'étouffer. Déjà fait quoi? Cole fit glisser un dossier sur la table. Tu te souviens d'Angela Summers? L'ex-fiancée de Ryan, celle qui était censée avoir déménagé en Floride, il y a 3 ans? Oui, pourquoi? Elle n'est jamais arrivée en Floride. Sa carte de crédit a cessé d'être utilisée le lendemain de leur rupture. Son téléphone s'est éteint la même nuit. Aucun transfert de courrier. Aucune prise de contact avec sa famille. Plus rien. La voix de Cole était calme, presque clinique. Je pense que Ryan prépare des meurtres depuis un bon moment. Frank fixa les documents, son instinct de flic luttant contre son amitié pour Cole.
Si c'est vrai, on doit les laisser agir. Cole referma le dossier. Parce que, pour l'instant, on n'a que des soupçons. Rien de concret. Mais quand ils tenteront de me tuer, là, on aura une tentative de meurtre. Et c'est à ce moment-là que je les détruirai tous les deux. Ce que Frank ignorait, c'était que Cole n'avait aucune intention de laisser la justice s'en mêler. Il avait passé les 3 dernières semaines à poser ses propres pièges, des pièges dont il ne se relèverait pas. La première phase avait été simple, se faire passer pour vulnérable. Cole avait commencé à se plaindre de douleurs à la poitrine, à prendre rendez-vous chez le médecin, à mentionner ses antécédents familiaux de maladies cardiaques dans des conversations anodines. Il avait même poussé la mise en scène jusqu'à étudier en détail les symptômes de diverses affections cardiaques et à en parsemer son quotidien de « signes avant-coureurs ». Je devrais peut-être mettre à jour notre assurance vie, avait-il lancé à Tracy au dîner, la semaine précédente. Avec mes antécédents familiaux et tout ça. Et ces douleurs à la poitrine. Je veux m'assurer que tu sois bien prise en charge. Les yeux de Tracy s'étaient illuminés d'un enthousiasme à peine dissimulé. C'est très attentionné, mon chéri. Tu pensais à combien? Le maximum qu'ils permettent? Peut-être 2 millions. Ce soir-là, Tracy s'était excusée pour prendre un long bain, mais Cole savait parfaitement qu'elle envoyait des messages à Ryan. Il avait installé un logiciel espion sur son téléphone des semaines auparavant, ce qui lui permettait d'accéder à tous ses messages, appels, photos reçues ou envoyées. Les textos étaient accablants. Tracy, il veut augmenter l'assurance vie à 2 millions. Ryan, parfait timing. Quels sont ses symptômes? Tracy, il s'aggrave. Il a repris un rendez-vous médical. Ryan, bien. On suit le plan. Cause naturelle, tu te souviens. Tracy, et si on devait activer le plan de secours? Ryan, l'entrepôt est prêt. Mais espérons qu'on n'ait pas à s'en servir. Cole avait pris des captures d'écran de chaque message, constituant un dossier numérique qui suffirait à les anéantir tous les deux quand le moment viendrait. Mais les preuves ne suffisaient pas. Pas pour ce qu'il lui avait fait vivre. Pas pour ce qu'il prévoyait. La deuxième phase de son plan consistait à leur offrir des occasions. Cole avait commencé à travailler tard, à partir seul en excursion de pêche, créant ainsi des fenêtres propices à un accident crédible. Il avait même proposé à Tracy un week-end romantique en tête-à-tête, sachant qu'elle en profiterait pour organiser leur plan avec Ryan. Et si on allait dans ce complexe au bord du lac Mirror? Avait-il suggéré, observant attentivement la réaction de Tracy. Juste nous deux, sans téléphone, sans distraction. Ça a l'air merveilleux, avait-elle répondu. Mais Cole avait remarqué le calcul furtif dans ses yeux. Mirror Lake était isolé, entouré de falaises et d'eau profonde, l'endroit rêvé pour qu'une veuve éplorée signale un accident tragique. Mais Cole n'avait aucune intention d'être une victime. Il avait passé la semaine précédente à préparer Mirror Lake pour un tout autre genre d'accident. Le complexe appartenait à une ancienne cliente, Martha Andry, dont Cole avait dévoilé l'infidélité du mari 2 ans plus tôt. Elle lui devait une faveur. Lorsqu'il lui avait expliqué ce dont il avait besoin, accès au lieu, images des caméras de sécurité et surtout, son silence, Martha avait accepté sans la moindre hésitation. Ce salopard de Ryan Hoffman a essayé de me racheter l'endroit l'année dernière, avait-elle dit, la voix pleine de dégoût. Il m'a proposé la moitié de sa valeur, puis a tenté de faire condamner le bâtiment quand j'ai refusé. Fais ce que tu as à faire, Cole. Ce soir-là, assis dans son camion devant l'immeuble de bureau de Ryan en centre-ville, Cole observa l'homme sortir et monter dans sa BMW noire. Il ressentit ce calme familier qui précède une action décisive. Ryan se rendait à son rendez-vous avec Tracy, dans leur café habituel, à l'autre bout de la ville, là où il se croyait à l'abri des regards. Cole ne les suivit pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait ce qu'il préparait, les derniers détails de son assassinat, prévu pour le lendemain soir à Mirror Lake. À la place, il se rendit dans le quartier des entrepôts, se garant dans l'ombre, juste en face du bâtiment récemment acheté par Ryan. À l'aide de crochets illégaux pour un détective privé, il pénétra à l'intérieur. Ce qu'il y découvrit confirma ses pires soupçons. L'espace avait été aménagé en sections, une pièce insonorisée aux murs recouverts de plastique, des drains industriels dans le sol en béton,
et des cuves remplies de produits chimiques capables de dissoudre de la matière organique. Ryan ne comptait pas seulement tuer Cole, il voulait l'effacer entièrement. Laisser Tracy libre de toucher l'assurance et de vivre son conte de fées. Mais Cole avait prévu une toute autre fin. Agissant vite, il installa ses propres modifications dans l'entrepôt, des micro-caméras dissimulées dans des recoins que Ryan ne penserait jamais à vérifier, des capteurs de mouvement reliés à son téléphone, et dans la zone de stockage chimique, quelques dispositifs stratégiquement placés qui garantiraient que quiconque tenterait d'utiliser l'endroit à sa véritable fin aurait une surprise explosive. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son téléphone vibra, un message de Tracy. « Hâte de notre escapade romantique demain, chérie. Ce sera un voyage inoubliable. » Elle avait raison sur un point, pensa Cole en verrouillant la porte derrière lui, ce serait effectivement un voyage que personne n'oublierait. Demain soir, Tracy et Ryan découvriraient que l'homme qu'ils pensaient manipuler n'était pas une proie sans défense. Ils comprendraient que certaines proies sont en réalité des prédateurs. Et que le piège soigneusement préparé était devenu leur propre prison. Cole Mitchell avait passé 3 semaines à jouer le rôle du mari aveugle. Il était temps de montrer qui il était vraiment. Chapitre 4 Mirror Lake. Le trajet jusqu'à Mirror Lake aurait dû être romantique. Tracy bavardait joyeusement au sujet de leur week-end, pointant du doigt certains paysages, évoquant des souvenirs heureux de leur mariage. Pour un regard extérieur, ils incarnaient le couple qui cherche à raviver la flamme, désireux de passer du temps ensemble, loin de tout. Cole jouait parfaitement son rôle, souriant à ses anecdotes, lui serrant la main, s'arrêtant même pour lui acheter ses fleurs préférées à un stand au bord de la route. Mais derrière cette façade, il enregistrait chaque détail de l'itinéraire, chaque voie d'évasion possible, chaque avantage tactique que le terrain pourrait lui offrir. « Tu sembles déjà plus détendu » dit Tracy alors qu'il serpentait les routes de montagne. « Je pense que c'est exactement ce dont on avait besoin. »« Tu as sans doute raison, » répondit Cole, pensant à quelque chose de bien différent de ce qu'elle imaginait. Le complexe de Mirror Lake se nichait au creux d'une vallée, entouré de falaises abruptes et d'une forêt dense. Le pavillon principal, construit en bois et en pierre, respirait la rusticité, tandis que de petites cabanes bordaient le lac comme des pièces jetées au hasard. Martha Andry les accueillit à la réception avec un sourire chaleureux, poli par des années de pratique. « Monsieur et Madame Mitchell, quel plaisir de vous revoir, » dit-elle, bien que Cole sache pertinemment qu'il n'était jamais venu ici auparavant. Elle jouait son rôle à la perfection. « Votre cabane est prête, et j'ai rempli le frigo avec tout ce que vous aviez demandé. » Tracy parut un instant déconcerté, il n'avait rien demandé. Mais Cole enchaîna, tout en douceur. « C'est vraiment gentil à vous, Martha. Et les fleurs, une belle attention. » Dans leur cabane, une structure spacieuse au bord de l'eau, Tracy sembla nerveuse pour la première fois depuis leur arrivée. Elle vérifiait sans cesse son téléphone, sans doute à la recherche de messages de Ryan. Et elle sursautait au moindre bruit venu de l'extérieur. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Cole en défaisant leur valise. « Non, bien sûr que non. C'est juste que, c'est si calme ici. Rien à voir avec la ville, n'est-ce pas ?» Cole hocha la tête, compréhensif, bien qu'il connaisse la véritable raison de son anxiété. D'après les messages qu'il surveillait depuis des semaines, Ryan devait déjà être en place avant le coucher du soleil, prêt à mettre leur plan à exécution. Mais Cole avait depuis longtemps pris les devants. Ce matin même, il avait utilisé ses contacts chez l'opérateur téléphonique pour organiser une prétendue maintenance de relais. Résultat, à partir de 18 h, plus aucun signal mobile dans toute la zone de Mirror Lake. Tracy et Ryan seraient alors privés de communication au moment le plus crucial. « Et si on allait marcher un peu avant le dîner ?» proposa Cole. « Le coucher du soleil est magnifique depuis le promontoire. » Tracy pâlit. « En fait, je me sens un peu fatigué par le trajet. On pourrait peut-être rester ici ce soir ?»« Allez, » insista Cole en lui prenant la main. « On est venu ici pour se retrouver, tu te souviens. Une balade romantique au bord du lac, comme dans les films. » Sans excuse plausible pour refuser, Tracy se laissa entraîner. Tandis qu'il suivait le sentier le long de la rive, Cole désignait des oiseaux, des arbres, commentait le paysage jouant à la perfection le rôle du mari bienveillant tentant de sauver son mariage. Mais en réalité,
ses yeux balayaient sans relâche la lisière des bois, à l'affût du moindre indice de la présence de Ryan. Et il les trouva, au belvédère, des traces subtiles dans les broussailles, des mégots de cigarettes qui n'étaient pas là ce matin, et surtout, des empreintes de pneus récentes sur le chemin de service menant aux falaises. Ryan était là, prêt à mettre en scène l'accident tragique de Cole. « C'est magnifique, ici, » dit Tracy d'une voix tendue. Elle jetait sans cesse des coups d'œil vers les bois, espérant visiblement un signe de son amant. « Oui, » répondit Cole. « Très isolé. Le genre d'endroit où un accident peut si vite arriver. » La tête de Tracy se tourna brusquement vers lui, cherchant sur son visage un double sens. Mais l'expression de Cole resta sereine, celle d'un homme simplement émerveillé par la nature aux côtés de sa femme. Alors que le soleil plongeait à l'horizon, drapant le lac de teintes dorées et cramoisies, Cole fit son geste. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en sortant de sa poche une petite boîte emballée. Les mains de Tracy tremblaient en la prenant. « Cole, tu n'aurais pas dû. » « Ouvre-la. » À l'intérieur, un collier. Mais pas n'importe lequel, celui que Ryan lui avait offert pour leur anniversaire. Celui que Cole l'avait vu porter sur des dizaines de photos prises en filature. Celui qu'elle croyait bien caché dans sa boîte à bijoux. Le visage de Tracy se vida de tout son sang en reconnaissant le bijou. « Comment ? Tu l'as laissé dans la voiture de Ryan, mardi dernier, » répondit Cole sur un ton presque amical. Il l'a rapporté à la maison pendant que tu étais au travail. Il a dit que tu l'avais oublié après votre déjeuner d'affaires. Le mensonge était parfait, conçu pour éroder la sécurité intérieure de Tracy et la faire douter de ce que Cole savait encore. Elle voulut parler, puis se ravisa. Tout mot l'enfoncerait davantage. « Cole, je peux t'expliquer. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit-il calmement. « Je comprends parfaitement. » C'est alors que Ryan Hoffman émergea des bois exactement comme Cole l'avait prévu. Mais au lieu d'une victime vulnérable, il trouva un homme prêt à l'accueillir. « Bonsoir, Ryan » lança Cole d'un ton paisible. « Belle soirée pour un meurtre, tu ne trouves pas ?» La main de Ryan se porta vers l'arme que Cole savait qu'il portait. Mais il s'arrêta net en voyant le Glock .45 que Cole tenait déjà, apparu comme par magie dans sa main. « Je ne te le conseille pas, » dit Cole. « J'ai eu le temps de m'entraîner. » Tracy passait d'un homme à l'autre, bouleversé, terrifié. « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous êtes tous armés? » Parce que ton cher amant avait prévu de me tirer une balle et de faire croire à une chute accidentelle, expliqua Cole. Pousser mon corps du haut de la falaise, laisser les autorités conclure à un faux pas. Très propre. Très crédible. La veuve éplorée encaisse l'assurance vie, et vous deux vivez votre petit bonheur. Le visage de Ryan changea de couleur à plusieurs reprises avant de se figer sur un gris maladif. Tu es fou, Mitchell. On est juste venu ici pour me tuer, acheva Cole. Oui, je sais. Je le sais depuis des semaines. Chaque message. Chaque appel. Chaque rendez-vous secret chez Rosie S. Dîner. Je sais pour l'entrepôt en centre-ville. Les produits chimiques. Le plan B, au cas où l'accident ne fonctionnerait pas. Tracy s'effondra contre un arbre, comme écrasé par le poids de la vérité. Depuis combien de temps tu sais? Murmura-t-elle. Depuis la nuit où Tony Rodriguez m'a sauvé la vie en renversant de l'eau sur moi, répondit Cole, sa voix glaciale. La vraie question, c'est, depuis combien de temps planifiez-vous mon meurtre? Ryan, comprenant qu'il ne servait plus à rien de mentir, redressa les épaules. Depuis que tu as refusé de vendre ta maison à mon entreprise de construction. Ce terrain vaut 10 millions entre de bonnes mains. Et ma femme? Quelle est son excuse? Les larmes de Tracy avaient cessé. Remplacées par quelque chose de plus dur. De plus honnête. Je ne t'aime plus depuis des années, Cole. Mais divorcer, c'était diviser nos biens, se battre pour chaque souvenir. Comme ça, c'était plus simple. Cole hocha la tête comme si elle venait d'expliquer préférer le thé au café. Je vois. Le meurtre, plus commode que le divorce. On ne voulait pas te faire de mal, dit Tracy, ses mots sonnant creux, même à ses propres oreilles. Cole éclata de rire, un son vide de toute joie.
Vous comptiez dissoudre mon corps dans de l'acide industriel, Tracy. Dans quel monde ce n'est pas faire de mal? Le bruit de véhicule approchant coupa court à la conversation. Les yeux de Ryan se tournèrent vers le chemin, plein d'espoir. Voilà la cavalerie, dit Cole. Mais pas celle que tu espérais. Le détective Frank Morrison sortit des bois, suivi de 2 policiers en uniforme. Derrière revenait Martha Andry, une caméra à la main, ayant tout filmé. Ryan Hoffman, Tracy Mitchell, déclara Frank d'une voix ferme. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre. Alors que les menottes se refermaient, Ryan retrouva sa voix. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucune preuve. Cole sourit, sortit son téléphone, fit glisser quelques écrans. Cela fait 3 semaines que je construis un dossier contre vous. Chaque échange. Chaque rendez-vous. Chaque étape de votre plan, tout a été documenté. Et, plus important encore, ajouta-t-il en désignant les bois d'où émergeaient d'autres silhouettes, des membres de l'équipe de construction de Ryan, quelques-uns des contacts de Cole dans l'investigation. Et plusieurs autres personnes que Ryan aurait reconnues s'il n'avait pas été autant absorbé par ses propres manigances, tandis que tu planifiais mon meurtre. Moi, je préparais quelque chose de tout à fait différent. Tu vois, j'ai découvert des choses très intéressantes à propos de tes pratiques commerciales, Ryan. Des choses que beaucoup de gens aimeraient entendre. Alors que Ryan et Tracy étaient escortés, Tracy se retourna une dernière fois. Je t'ai aimé, Cole. Un jour, vraiment. Le visage de Cole resta impassible. Une seule fois, ce n'était pas assez. Chapitre 5 – Le dévoilement. La salle des visites de la prison du comté de Riverside sentait le désinfectant et le désespoir. Cole Mitchell était assis face à sa femme, bientôt ex-femme, et observait comment la réalité de sa situation s'infiltrait lentement en elle. Tracy paraissait plus petite, diminuée, écrasée par la combinaison orange et le poids de ses choix. L'avocat dit que je risque la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, dit Tracy à voix basse. La conspiration pour commettre un meurtre, ça équivaut à l'avoir fait réellement. Je sais, répondit Cole d'un ton neutre. J'ai aidé à rédiger certaines de ces lois. Les yeux de Tracy s'écarquillèrent. Tu as fait quoi? Il y a 7 ans, j'ai fait du lobbying pour alourdir les peines liées au meurtre prémédité. J'ai collaboré avec des représentants de l'État pour fermer les échappatoires qui permettaient à certains de s'en sortir avec des peines minimes. Il se pencha en arrière sur sa chaise. Ironique, non? Le silence s'étira entre eux, chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient plus se dire, de tous les choix qu'on ne pouvait plus défaire. Enfin, Tracy reprit. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Maintenant, tu fais face aux conséquences de tes décisions, répondit Cole d'un ton clinique, détaché. Au fait, Ryan essaie déjà de passer un accord. Il te rejette toute la faute. Il prétend que tu l'as manipulé du début à la fin. Le visage de Tracy se décomposa. Mais c'est faux. C'est lui qui. Peu importe. Il a de meilleurs avocats, plus d'argent, et une image publique bien plus lisse. Devine quelle version le procureur trouvera plus crédible? La révélation frappa Tracy comme un coup de poing. L'homme pour qui elle avait trahi son mari la trahissait maintenant à son tour pour sauver sa propre peau. Cole l'observa encaisser cette nouvelle avec la même froideur qu'il réservait autrefois à ses cibles en surveillance. Tu pourrais m'aider, dit soudain Tracy, la panique dans la voix. Leur dire la vérité sur Ryan, sur comment il nous a manipulés tous les deux. Le rire de Cole fut doux, mais tranchant comme une lame. T'aider? Tracy, tu planifiais de dissoudre mon corps dans de l'acide. Pourquoi est-ce que je t'aiderais? Parce que je suis encore ta femme. Parce que nous avons partagé 12 ans ensemble, et que ça devait bien signifier quelque chose. Ça signifiait quelque chose, répondit Cole doucement. Cela signifiait que je te faisais entièrement confiance. Que je croyais en tes promesses, tes vœux, tes mensonges. Que j'étais prêt à mourir pour toi. Sa voix se durcit. Et toi, tu étais prête à me laisser mourir. Avant que Tracy puisse répondre, Cole se leva. Il y a autre chose que tu devrais savoir à propos du passé de ton petit ami. Qu'est-ce que tu veux dire?
Tu te souviens d'Angela Summers? L'ex-fiancée de Ryan, qui aurait soi-disant déménagé en Floride. Tracy acquiesça, hésitante. Elle n'a jamais atteint la Floride. Son corps a été retrouvé hier, sur un chantier que Ryan a développé il y a 3 ans. Dans les fondations en béton. Très profondes. L'expression de Cole resta figée alors que le visage de Tracy devenait livide. L'ADN l'a confirmé ce matin. Ryan est un meurtrier depuis un moment. Tu n'as été que sa dernière complice. Les mots frappèrent Tracy comme une série de coups de marteau. Non seulement elle avait détruit son mariage et sa vie, mais elle l'avait fait pour un homme qui avait déjà tué au moins une autre femme. Je ne savais pas, murmura Tracy. Ça n'a pas d'importance, répondit Cole. Tu es maintenant complice après coup. Le procureur va affirmer que tu as aidé à planifier mon meurtre en sachant que Ryan avait déjà tué auparavant. Alors que Cole se préparait à partir, Tracy attrapa son bras à travers la cloison. S'il te plaît, Cole. Je sais que je ne le mérite pas, mais aide-moi. J'ai peur. Cole baissa les yeux vers sa main, puis releva les yeux vers elle. L'espace d'un instant, Tracy vit briller dans son regard un éclat du mari qu'elle avait connu, celui qui lui avait juré de toujours la protéger. Puis ce fut fini. Tu devrais avoir peur, dit-il en retirant doucement sa main. Mais ce n'est plus mon problème. À l'extérieur de la prison, le détective Frank Morrison attendait près du pick-up de Cole, l'air sombre, celui d'un homme confronté à des vérités qui dérangent. J'ai entendu dire que tu avais rendu visite à ta femme, dit Frank. Comment elle tient le coup? Aussi bien qu'on peut s'y attendre, répondit Cole en montant dans son véhicule. Il baissa la vitre. Des nouvelles des autres activités de Ryan? Frank hocha la tête, grave. Le meurtre d'Angela Summers rouvre toute l'affaire. On obtient des mandats de perquisition pour toutes ses propriétés, et le procureur examine plusieurs dossiers de disparition. Ça pourrait être plus gros qu'on ne le pensait. Bien. Et l'entrepôt? Les experts sont encore en train d'analyser la scène, mais les premiers résultats confirment tes soupçons. L'endroit avait été aménagé pour faire disparaître un corps. Tes modifications t'ont probablement sauvé la vie. Le mélange chimique qu'ils ont trouvé aurait dissous de la matière organique en moins de 6 heures. Cole ressentit une froide satisfaction. Son instinct avait vu juste, Tracy et Ryan ne s'étaient pas contentés de planifier un meurtre banal. Ils s'étaient préparés à l'effacer de l'existence. Il y a autre chose, ajouta Frank. L'avocat de Ryan prétend que son client est mentalement instable. Ils veulent plaider la folie. Qu'ils essaient, répondit Cole. J'ai des heures de vidéos de surveillance montrant une planification minutieuse et méthodique. Rien de fou là-dedans. Juste du mal pur. Alors que Cole quittait la prison en voiture, son téléphone sonna. Le numéro affiché lui était inconnu, mais la voix ne l'était pas. Monsieur Mitchell? C'est Tony Rodriguez du Rosie's Dîner. Tony. Que puis-je faire pour vous? J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au lac. De votre femme, et de cet homme. Je voulais juste vous dire que je suis heureux que vous alliez bien. Et désolé que ça ait dû finir ainsi. Cole se rangea sur le bas-côté. Tu m'as sauvé la vie, Tony. Tu n'as rien à te reprocher. N'empêche, ça doit être dur de découvrir que quelqu'un qu'on aime voulait vous tuer. Cole resta silencieux un moment, pesant le poids de ses mots. Le plus dur, ce n'est pas qu'elle voulait me tuer, Tony. Le plus dur, c'est que ça ne m'étonne même pas. Cette nuit-là, seul chez lui pour la première fois depuis des semaines, Cole s'installa dans son bureau. Autour de lui, des dossiers, des boîtes à preuves, tout ce qu'il avait rassemblé contre Tracy et Ryan. Tout était prêt pour le procès. Le système judiciaire allait s'occuper d'eux maintenant. Les faire passer par les tribunaux, les envoyer en prison. Rendre justice. Mais alors que Cole regardait autour de lui, la maison qu'il avait partagée avec Tracy, les photos, les meubles qu'ils avaient choisis ensemble, la vie qu'ils avaient construite sur un socle de mensonges. Ce qu'il ressentait n'était ni la satisfaction, ni le soulagement. C'était le vide. La traque était terminée. Les prédateurs capturés. La justice serait rendue.
Alors pourquoi la victoire avait-elle un goût si proche de la défaite? Et ainsi, la communauté des enquêteurs ajoutait un nouveau chapitre à la légende de l'enquêteur privé qui avait réussi à déjouer ses propres assassins présumés. Mais cette réussite s'était accompagnée de coups inattendus. Cole était assis dans son bureau, relisant les transcriptions de l'audience préliminaire, lorsque sa secrétaire frappa à la porte. Linda travaillait pour lui depuis 8 ans, et son humeur habituellement enjouée semblait tendue depuis que l'affaire avait éclaté. « Il y a quelqu'un qui demande à vous voir », dit-elle avec hésitation. Elle prétend être la fille de Ryan Hoffman. Cole leva les yeux de ses dossiers. « Faites-la entrer. » La jeune femme qui entra devait avoir 25 ans à peine. Elle avait les cheveux blonds de Ryan, mais ses traits étaient plus doux. Elle se déplaçait avec cette tenue soigneuse des personnes qui luttent pour ne pas s'effondrer. « Monsieur Mitchell. Je suis Jessica Hoffman. Je voulais vous remercier. » Cole lui fit signe de s'asseoir. « Me remercier? Pourquoi? » « Pour avoir arrêté mon père, avant qu'il ne tue à nouveau. » La voix de Jessica était stable, mais ses mains tremblaient. « J'ai passé 3 ans à me demander ce qui était arrivé à Angela Summers. C'était mon amie. Nous travaillions ensemble dans une agence de marketing, avant qu'elle ne commence à sortir avec mon père. » La révélation frappa Cole de plein fouet. Il avait été si absorbé par la menace qui pesait sur sa propre vie qu'il n'avait jamais pris la mesure des dommages collatéraux causés par les crimes antérieurs de Ryan. « J'ai signalé sa disparition, » poursuivit Jessica. « Mais la police a dit qu'elle avait probablement quitté la ville, recommencé une nouvelle vie quelque part. » Mon père soutenait cette version. Il affirmait qu'Angela avait toujours été instable, imprévisible. Elle essuya ses larmes d'un revers de main. Je savais qu'il mentait. Mais je ne pouvais rien prouver. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Des petites choses, au début. Il avait ses clés. Il disait qu'elle les lui avait données avant de partir. Mais je connaissais Angela. Jamais elle n'aurait abandonné sa voiture, son appartement, sans prévenir quelqu'un. L'émotion finit par fissurer la façade de Jessica. Et puis, il y avait ses appels. Quels appels? Angela m'a appelé la nuit de sa disparition. Elle avait peur. Elle m'a dit que mon père était devenu possessif, contrôlant. Elle avait décidé de rompre le lendemain, et elle redoutait sa réaction. Jessica planta son regard dans celui de Cole. C'est la dernière fois que quelqu'un l'a entendu. Cole sentit monter en lui une colère familière. Pas le sang-froid implacable qui avait nourri sa vengeance contre Tracy et Ryan, mais une colère plus immédiate, plus humaine. Jessica avait perdu une amie. Et elle avait passé 3 ans sans savoir ce qui lui était arrivé. J'aurais dû insister, dit-elle. J'aurais dû convaincre la police. Si je l'avais fait, peut-être qu'Angela serait encore en vie. Peut-être que votre femme ne se serait jamais retrouvée mêlée à tout ça. Ce n'est pas votre faute, répliqua Cole d'un ton ferme. Votre père est un psychopathe, un manipulateur hors pair. La responsabilité lui appartient. Pas à vous. Ils parlèrent encore 1 heure. Jessica partagea ses souvenirs d'Angela, tandis que Cole révélait ce qu'il pouvait de l'enquête. Lorsqu'elle partit enfin, Cole ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, le doute. Il avait été si obsédé par sa vengeance, par l'idée de faire payer Tracy et Ryan, qu'il n'avait jamais envisagé les conséquences au-delà de sa propre douleur. Combien d'autres Ryan avait-il blessé? Combien de familles restaient sans réponse, dans l'ombre de son passé criminel? Ce soir-là, Cole se rendit au dîner de Rosie. Tony Rodriguez était de service, comme d'habitude, et son visage s'illumina à la vue de Cole. « Monsieur Mitchell. Ravi de vous voir. La même banquette que d'habitude ?» Cole acquiesça et s'installa dans le même siège où sa vie avait basculé, 3 mois plus tôt. Tony apporta un café sans qu'on lui demande, puis resta planté là, visiblement nerveux. « Vous avez quelque chose en tête, Tony ? » Je repense à cette nuit-là, aux mots que je vous ai donnés. Une partie de moi se demande si j'aurais dû m'en mêler. Peut-être que j'aurais dû laisser les choses suivre leur cours naturel. Cole observa attentivement son jeune interlocuteur. « Vous regrettez de m'avoir prévenu ? » « Non, bien sûr que non.
vous ne méritiez pas ce qu'il vous préparait. C'est juste que... Tony chercha ses mots. Mon cousin travaille dans le bâtiment, et il m'a dit que la société de Ryan Hoffman employait beaucoup d'ouvriers immigrés, payés au noir, sans poser de questions. Maintenant que sa boîte a coulé, ces gars-là se retrouvent sans travail, sans ressources pour nourrir leur famille. Le poids des conséquences inattendues écrasa les épaules de Cole. Il avait détruit l'empire de Ryan avec tant de minutie que les ondes de choc atteignaient désormais des gens qui n'avaient même jamais entendu son nom. « Je ne dis pas que vous avez eu tort, » reprit Tony. « Mais parfois, quand on abat quelque chose de pourri, des innocents souffrent aussi. » Cole quitta le dîner avec plus de questions que de réponses. Chez lui, il trouva une pile de courriers que Linda avait fait suivre depuis le bureau. Parmi les factures habituelles et la publicité, se trouvaient des dizaines de lettres envoyées par des gens qui avaient suivi l'affaire. Certaines étaient de simples félicitations pour ses talents d'enquêteur et son instinct de survie. D'autres venaient de victimes de crimes, implorant son aide pour résoudre leur propre tragédie. Mais une lettre, rédigée à la main sur un papier de qualité, se démarquait des autres. Monsieur Mitchell. Mon nom est Robert Chin, et je suis le père de Michel Chin, disparu il y a 4 ans après avoir fréquenté Ryan Hoffman. La police n'a jamais pris sa disparition au sérieux, car elle était majeure et rien ne laissait penser à un acte criminel. J'ai suivi votre affaire de près et je suis convaincu que ma fille a pu subir le même sort qu'Angela Summers. Je possède des preuves de sa relation avec Monsieur Hoffman, notamment des messages menaçants qu'il lui a envoyés lorsqu'elle a voulu le quitter. Je suis prêt à vous rémunérer selon vos conditions si vous acceptez d'enquêter sur la disparition de ma fille. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Respectueusement. Robert Chin. Cole reposa la lettre, ses mains légèrement tremblantes. Combien était-elle? Combien de femmes Ryan avait-il tuées avant de se lancer dans la planification de l'assassinat de Cole? Le téléphone sonna, interrompant le fil de ses pensées. La voix grave de Frank Morrison résonna dans l'écouteur. « Cole, on a un problème. L'avocat de Ryan dépose des requêtes pour faire annuler une grande partie de nos preuves. Il parle de surveillance illégale, de pièges, de violation de la procédure. Ils ont des chances de réussir? Plus que je ne le voudrais. Disons que certaines des méthodes que tu as utilisées pour recueillir des infos sont éthiquement discutables. Un bon avocat pourrait convaincre le juge que tu agissais comme un agent officieux de la police, sans mandat. » Cole sentit l'édifice patiemment construit vaciller. Toutes les preuves contre Ryan et Tracy risquaient d'être rejetées sur des détails techniques. « Et il y a autre chose, » ajouta Frank. L'avocat de Tracy pousse pour un accord de plaidoyer. Homicide involontaire au lieu de meurtre avec préméditation, avec possibilité de libération conditionnelle dans 15 ans. « Non, » répondit Cole d'une voix plate, implacable. Elle a planifié mon meurtre pour toucher l'assurance. C'est un meurtre prémédité. Et elle doit être jugée comme telle. Et Cole, froid et implacable. Si nous perdons la preuve, nous risquons de ne pas pouvoir prouver la préméditation. Un accord de plaidoyer pourrait être notre seule chance de l'envoyer en prison. Après avoir raccroché, Cole resta assis dans son salon plongé dans l'obscurité, entouré des fantômes de son ancienne vie. Des photos de lui et de Tracy souriaient depuis les murs, des instants figés de bonheur qui résonnaient désormais comme des mensonges. Il avait cru que la vengeance lui apporterait la paix, que la justice guérirait les blessures de la trahison. Mais à la place, il se retrouvait à remettre en question absolument tout, ses méthodes, ses motivations, même son droit de détruire la vie de gens qui, en réalité, ne l'avaient jamais directement menacé. Jessica Hoffman l'avait remercié d'avoir stoppé son père, mais elle avait aussi perdu le seul membre de sa famille qui lui restait. Le cousin de Tony Rodriguez était au chômage parce que Cole avait méthodiquement démantelé l'empire commercial de Ryan. Et maintenant, Robert Chin le suppliait d'enquêter sur la disparition d'une autre fille, alourdissant encore la charge de responsabilité que Cole portait. L'homme qui croyait autrefois que la vérité était absolue, que la justice était simple, se noyait désormais dans des nuances de gris. Il avait entrepris de punir sa femme et son amant pour leur trahison, mais les conséquences de ces actes s'étaient propagées comme des ondes à la surface d'une eau calme, touchant des vies qu'il n'avait jamais eu l'intention d'affecter. Dehors, la pluie commença à frapper les fenêtres. Et Cole Mitchell,
le chasseur devenu proie, puis redevenu chasseur, se demanda si le prix de la vérité valait vraiment ce qu'il avait payé pour la prendre. Chapitre 7, aucune pitié. 6 mois après les arrestations, Cole Mitchell se tenait dans le hall du palais de justice, observant la fin officielle de son ancienne vie. L'audience de plaidoyer de Tracy était prévue à 14 h, et malgré les avertissements de Frank Morrison sur la faiblesse des preuves restantes, Cole restait farouchement opposé à tout accord qui n'impliquerait pas la prison à vie. « Elle avait prévu de me tuer », avait-il dit au procureur ce matin-là. Ce n'était pas un acte de passion, ni de légitime défense, ni un accident. Elle s'est assise avec son amant et a méthodiquement planifié ma mort, pour de l'argent. Aucun chef d'accusation moindre ne correspond à ce crime. La procureure, Patricia Williams, l'avait écouté avec la patience de quelqu'un qui avait déjà entendu des plaidoyers similaires de la part de nombreuses familles de victimes. Monsieur Mitchell, je comprends votre ressenti, mais nous devons être réalistes sur ce que nous pouvons prouver devant un tribunal. La défense a réussi à faire écarter des preuves essentielles. Alors utilisez ce qu'il vous reste. Ce qu'il nous reste ne suffira peut-être pas pour une condamnation pour meurtre. Si le jury la quitte, elle sortira complètement libre. Un plaidoyer pour homicide volontaire signifie qu'elle purgera une vraie peine. La mâchoire de Cole se contracta. Combien de temps? 8 à 12 ans, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 6. Non. La conversation s'était arrêtée là. Mais Cole savait que le système judiciaire avancerait avec ou sans son approbation. Les familles des victimes pouvaient donner leur avis, mais elles ne dictaient pas la stratégie du procureur. À présent, alors qu'il attendait le début de l'audience, Cole observait les acteurs de son drame personnel se rassembler dans le palais. Les parents de Tracy étaient venus de l'Ohio, leur visage marqué par la douleur de voir la vie de leur fille s'effondrer. Jessica, la fille de Ryan, était assise seule de l'autre côté du hall, évitant tout contact visuel. À 14 h précises, Cole prit place dans la galerie du tribunal, alors que Tracy entrait dans la salle d'audience. Elle avait maigri pendant sa détention, et la combinaison orange la faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Pendant un instant fugace, Cole ressentit un écho de l'instinct protecteur qui l'avait autrefois poussé à faire des heures supplémentaires pour elle, à la protéger des épreuves de la vie. Puis il se rappela les textos, l'entrepôt, le bain d'acide planifié et ce sentiment s'évanouit. La juge Rebecca Foster ouvrit la séance et s'adressa directement à Tracy. « Madame Mitchell, vous êtes ici aujourd'hui pour enregistrer un plaidoyer concernant l'accusation de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré. Avant de poursuivre, je veux m'assurer que vous comprenez bien la gravité de cette accusation et les conséquences de votre plaidoyer. » L'avocat de Tracy, un homme en costume hors de prix nommé David Kellerman, se leva. « Votre honneur, ma cliente souhaite plaider coupable d'un chef d'homicide volontaire, comme stipulé dans l'accord de plaidoyer. » « Il n'y a pas d'accord de plaidoyer, » interrompit sèchement l'adjointe du procureur Williams en se levant. « La victime refuse tout arrangement qui ne reflète pas la préméditation du crime. » La juge Foster parut surprise. « Maître Kellerman, j'avais cru comprendre que ce dossier était réglé. » Kellerman perdit brièvement sa contenance. « Votre honneur, nous avons négocié de bonne foi avec le bureau du procureur. Ma cliente est prête à assumer ses responsabilités, mais l'insistance de l'État à maintenir l'accusation de meurtre est déraisonnable, compte tenu des circonstances. » « Quelles circonstances ?» demanda soudain Cole en se levant, sa voix tranchant l'atmosphère formelle du tribunal. « Quelles circonstances rendent le fait de planifier mon assassinat pendant 6 mois moins grave qu'un meurtre prémédité ? » « Monsieur Mitchell, veuillez vous rasseoir, » ordonna la juge. « Vous aurez l'occasion de vous exprimer lors des déclarations des victimes, si nous passons à la phase de la sentence. » Mais Cole resta debout. « Votre honneur, j'écoute les avocats parler de circonstances atténuantes et de négociations depuis des mois. Ma femme et son amant ont passé 6 mois à planifier ma mort, à dissoudre mon corps dans l'acide et à encaisser une assurance vie de $2 millions. Ils ont acheté les produits chimiques, loué un entrepôt, et auraient réussi si un serveur bienveillant ne m'avait pas prévenu. Veuillez m'expliquer ce qui, dans ce scénario, relève d'autre chose qu'un meurtre prémédité. » Un silence pesant envahit la salle d'audience. La juge observa Cole longuement avant de parler. « Monsieur Mitchell, je comprends votre position.
Mais c'est au procureur de déterminer les chefs d'accusation appropriés, pas aux familles des victimes. Alors le bureau du procureur a échoué, répondit Cole froidement. Et si le système judiciaire ne tient pas ma femme responsable de ces crimes, je trouverai d'autres moyens de faire régner la justice. La menace était claire, et elle fit frissonner toute la salle. Votre honneur, je demande que M. Mitchell soit expulsé de la salle, lança immédiatement Williams. Ce ne sera pas nécessaire, répliqua la juge Foster fermement. Monsieur Mitchell, asseyez-vous immédiatement. Toute autre interruption entraînera votre expulsion et des poursuites pour outrage. Cole obéit, mais son message était passé, il n'accepterait aucun accord. Et si la justice échouait, il agirait lui-même. L'audience se poursuivit pendant 1 heure, avec des débats juridiques sur les preuves et la procédure. Tracy resta silencieuse à la table de la défense. Finalement, la juge annonça qu'elle prendrait l'affaire en délibéré et fixerait une nouvelle audience pour la semaine suivante. À la sortie de la salle, Cole se retrouva face à face avec les parents de Tracy, Margaret et Donald Carson. Ils avaient toujours été polis avec lui lors des réunions de famille, mais leur visage exprimait désormais un mélange de douleur et de reproche. « Cette vendetta doit cesser, » dit Margaret, la voix tremblante d'émotion. « Tracy a commis une terrible erreur, mais elle reste notre fille. Elle ne mérite pas de passer le reste de sa vie en prison. » L'expression de Cole resta de marbre. « Elle a planifié mon meurtre pour de l'argent, Madame Carson. Quelle peine vous semble appropriée pour ça? Elle a été manipulée, intervint Donald Carson. Ce Ryan lui a rempli la tête de mensonges. Elle pensait des choses qui n'étaient pas vraies. Ce n'est pas une tueuse, Cole. Tu le sais. En fait, non, je ne le sais plus, répondit Cole. Je croyais savoir beaucoup de choses sur votre fille. Tout cela s'est révélé faux. Sa capacité à tuer n'est qu'un élément de plus sur cette liste. Margaret Carson se mit à pleurer. S'il te plaît, Cole. Elle t'a aimé, autrefois. Cela doit bien compter pour quelque chose. Cole la regarda, cette femme qui avait élevé Tracy, l'avait accueillie dans sa famille, avait sans doute passé des nuits blanches à se demander où elle avait échoué. Pendant une seconde, il ressentit une étincelle de compassion. Puis il se rappela son réveil dans son camion, devant le poste de police, le message du serveur, la prise de conscience de la façon dont il avait frôlé la mort dans une cuve d'acide. « L'amour ne suffit pas, dit-il doucement. Ça ne l'a jamais été. Et ils vécurent heureux pour toujours, pensa-t-il en souriant sans la moindre chaleur. Théorie intéressante, lança-t-il. Jessica était restée silencieuse jusque-là. Mais à présent, elle parla. Angela Summers avait 26 ans quand tu as tué son père. Elle voulait devenir institutrice. Michelle Chin prévoyait d'ouvrir son propre restaurant. Sarah Martinez était enceinte de 3 mois. Le visage de Ryan pâlit brutalement. « Comment tu sais ça ?»« Je sais tout, » répondit froidement Jessica. « Toutes les femmes que tu as assassinées. Toutes les vies que tu as brisées. J'ai passé 2 ans à retrouver leurs familles, leurs amis, leurs histoires. Tu pensais qu'elles ne manqueraient à personne ?» Cole connectait des câbles au réservoir chimique pendant que Miguel verrouillait les portes de l'entrepôt. L'espace sembla soudain se refermer sur eux, comme si les murs rétrécissaient. « Ce n'est pas de la justice, » supplia Tracy. « C'est un meurtre. »« Non, » rectifia Cole. « C'est une conséquence. La justice, ça aurait été que tu passes ta vie en prison. La justice, ça aurait été que ton compagnon finisse sur la chaise électrique pour meurtre en série. Mais la justice a échoué. Alors vous récoltez les conséquences. » Le mélange chimique que Cole avait préparé n'était pas conçu pour tuer rapidement. Il avait été élaboré pour provoquer la même terreur, le même désespoir, cette conscience implacable d'une mort imminente, exactement ce que Tracy et Ryan avaient voulu lui infliger. Mais à la différence de leurs victimes, ils allaient le vivre lentement. Pendant des heures. Avec tout le temps du monde pour méditer leur choix. « Pitié » murmura Ryan, suppliant, toute arrogance envolée. « J'ai de l'argent, des contacts. Je peux vous arranger ça, vraiment. » Jessica éclata d'un rire vide, sans trace d'émotion. «
Tu vas nous corrompre avec quoi? L'argent que t'as gagné sur les tombes de femmes assassinées? Cole, qui terminait les dernières connexions, ressentit soudain quelque chose d'inattendu, du doute. Pas sur la culpabilité de Ryan et Tracy, ni sur l'échec du système judiciaire. Non. Il doutait de ce qu'il devenait. L'homme qui avait entamé cette quête était une victime, en quête de vérité. Celui qui s'apprêtait à torturer et tuer était devenu tout autre. Mais il se rappela la note du serveur. Les mois à planifier sa mort. La désinvolture avec laquelle Tracy avait parlé de dissoudre son corps. Le doute disparut. Remplacé par une détermination glaciale. Des derniers mots, demanda-t-il, la main suspendue au-dessus de l'interrupteur. Tracy le fixa droit dans les yeux, les larmes ruisselant sur son visage. Je t'aimais. Quoi qu'il se soit passé, quoi que j'ai fait, je t'ai vraiment aimé, un jour. Cole la regarda longtemps. Il revit leur mariage. Leur premier appartement. Les rêves d'enfant, de vieillesse partagée. L'espace d'un instant, il ne vit plus la femme qui avait planifié son meurtre, mais la jeune fille dont il était tombé amoureux, 15 ans plus tôt. Puis il actionna le commutateur. Le liquide se mit à circuler lentement dans les tubes reliés aux attaches, un composé que Cole avait développé spécialement pour ce moment, non pas de l'acide, mais une substance provoquant une douleur insoutenable sans entraîner la mort immédiate. Ils auraient des heures pour ressentir ce qu'ils avaient prévu de lui infliger. Quand les cris commencèrent à résonner dans la pièce insonorisée, Cole ne ressentit rien. Ni satisfaction, ni remords, ni impression de justice rendue. Juste un vide là où, autrefois, vivait sa capacité à pardonner. Miguel était déjà parti, ayant terminé sa tâche. Jessica observait la souffrance de son père avec le même détachement clinique que Cole avait jadis réservé à ses surveillances. « Combien de temps ?» demanda-t-elle. « 4 à 6 heures, selon leur poids et leur état de santé, » répondit-il. Ils quittèrent l'entrepôt à 2h30 du matin, juste avant la ronde de sécurité. Au matin, Ryan Hoffman et Tracy Mitchell seraient morts. Leur corps dissous dans des produits qui ne laisseraient aucune trace. L'enquête conclurait à une évasion lors d'un transfert, suivi d'une fuite à l'étranger, probablement vers un pays sans traité d'extradition. Leur famille ne saurait jamais la vérité. Les familles de leurs victimes n'auraient jamais de réelle clôture. Et Cole Mitchell passerait le reste de sa vie à savoir qu'il était devenu exactement ce qu'il avait juré de combattre. Mais alors qu'il roulait à travers les rues désertes pour rentrer chez lui, Cole comprit qu'il s'en moquait. Tracy et Ryan avaient fait un choix, celui de sacrifier sa vie pour leur avidité. Ils en payaient à présent le prix. Le chasseur était devenu le prédateur. Et le prédateur ne ressentait plus aucun remords. Chapitre 9 La victoire vide. 3 ans plus tard. Installé dans son bureau, Cole Mitchell lisait un article sur la mystérieuse disparition de Ryan Hoffman et Tracy Mitchell. L'enquête, close depuis 6 mois, parlait d'une évasion et d'une fuite à l'étranger. Personne ne connaissait la vérité. Miguel Santos était mort dans un accident de voiture, un vrai, mais Cole se demandait parfois si Jessica n'y était pas mêlée. Elle vivait maintenant à Seattle, sous un nouveau nom. Ils n'avaient plus échangé un mot depuis cette nuit-là. Chez lui, tout souvenir de Tracy avait disparu. Il ne restait qu'un espace froid, fonctionnel, celui d'un homme qui survivait, sans plus vivre. Professionnellement, Cole s'était hissé au sommet. Dans l'ombre, on l'appelait quand la justice échouait. Ses tarifs étaient exorbitants, ses méthodes, efficaces. Mais ce succès le laissait amer. Il n'aurait jamais toléré ce qu'il était devenu. Quand la sonnette retentit, il ouvrit à une jeune femme déterminée. « Monsieur Mitchell ? Je suis Amanda Foster. J'ai besoin de vous. » Elle refusa le café et alla droit au but. « Ma sœur a disparu il y a 6 mois. La police pense à une fugue, mais je sais qu'elle a été tuée. L'homme avec qui elle vivait, Derek Walsh, est un flux. Il contrôle tout. » Cole l'écoutait, l'instinct en alerte. Il connaissait ce schéma, un homme puissant, une femme invisible, un système aveugle. Vous avez des preuves? Des ecchymoses, des dossiers médicaux, des messages. Mais tout est ignoré. Il a les bons amis,
l'argent, le pouvoir. Puis, elle lança. Le système l'a trahi. Comme il a trahi les victimes de votre femme. Cole se figea. Que savez-vous de ma femme? Qu'elle a disparu avec son amant, et que ceux qui vous trahissent disparaissent aussi. Pas une menace. Une requête. Que me demandez-vous? Que vous fassiez à Derek Walsh ce que vous avez fait à Ryan et Tracy. Cole hésita. Puis il reconnut dans ses yeux cette étincelle qu'il avait vue chez Jessica, froide détermination. Mes méthodes sont radicales. J'ai l'argent. C'est son assurance vie. Autant qu'elle serve à le faire tomber. Il annonça un tarif exorbitant. La moitié maintenant, le reste après. Le travail sera fini quand il ne restera rien de lui, dit Cole. Vous êtes prête? Peu importe le prix. Je veux justice. 2 heures plus tard, Amanda repartait. Plus victime. Elle devenait, comme Cole avant elle, juge et bourreau. Le cycle continuait. Cole Mitchell, autrefois homme de loi, était désormais un prédateur. Et au lieu de regret, il ressentait une paix froide. Parce que la justice, ce ne sont pas des lois. Ce sont des conséquences. Et les conséquences, bien appliquées, sont irréversibles. I have exactly enough. These have Unbreaking too, huh? +3 armor. +5 armor. Nope. Alrighty. I can hold on to these for when I go to the Nether. Okay, the question now is, do we go back and get the gold blocks? Or do we just barrel on forward? I think we might just barrel on forward and hope that we find that portal again when we resurface. Made a bucket, right? Yeah. Okay. Alrighty. And we're off. Wow. Well, this goes right where I needed it to. Ouch! Down we go. Oh! Yep, I'll just take this all the way down. Please and thank you. Alrighty. Alright, we're looking for gold and diamonds. Particularly diamonds first so we can get geared up. Oh, there's something. Ouch! Ouch! Jonah, what's up? Welcome to the stream. We're at 3 anvils now. How you doing? Welcome in, welcome in. Okay, we got 2 diamonds there. Kind of unfortunate. Oh, hello. Okay, now we're at 5, so that's a sword and a pick. Pickaxe, sword. Alrighty. We went right past the iron sword.
Okay. Let's get this over with. What do you say, chat? Really, bro? Really, bro? Ah, bro! Oh my god. We're never mining this. It's never breaking. It's gonna be the longest 30 seconds of my life. Oh yeah, I did buff the potion effects. Across the board. I think there's only a few I didn't change. They all went from 20 seconds to 30 seconds, but the price is the same. Yippee! Oh, we can mine again. I hope that was worth it, the unnamed. Just watching me hold left click on a block for 30 entire seconds.